Alors oui, nous sommes là devant des figures majeures de l'histoire de la pédagogie, et puis il y en a d'autres que j'ai cités en vrac. Jacotot, cet anarchiste étrange qui invente une méthode par laquelle on peut faire apprendre des choses à quelqu'un sans pour autant les savoir soi-même, celui qui fondera un mouvement très étonnant, qui se développera d'ailleurs aussi en Belgique, le mouvement panécastique, dans lequel les ouvriers pourront venir le soir apprendre comment expliquer à leurs enfants à lire, à écrire, même si eux-mêmes ne savent pas lire et écrire. Fabuleux, Jacotot. Makarenko, dans la Russie bolchevique, qui va récupérer au bord du chemin ceux et celles qui ont été abandonnés, les orphelins, pour tenter de créer les premières communautés éducatives. Et puis, bien sûr, vous le connaissez puisqu'il est d'à côté de chez vous, de Crolly, ou Célestin Freinet, à peu près à la même époque, les grandes figures, les figures majeures de l'éducation nouvelle. Alors tout cela vont tenter, chacune, de faire reculer la fatalité, de mobiliser toutes les ressources possibles de l'inventivité en structurant des situations, en construisant des outils, en mettant à disposition des enfants des ressources pour leur permettre de se développer dans ce qui reste le plus souvent, dans le cas de ces figures pédagogiques exemplaires, des sortes de petites enclaves pédagogiques de liberté dans un monde encore dominé par la fatalité. Mais à côté de ces tentatives individuelles pour faire reculer la fatalité, nous avons, tous les pays occidentaux, la Belgique, la France, mais aussi aujourd'hui tous les pays du monde, mis en place des systèmes éducatifs qui sont, eux, des tentatives institutionnelles pour créer des organisations capables d'offrir à tous les savoirs et la culture, afin de substituer l'égalité des chances d'abord à l'hérédité des privilèges, puis de garantir à tous progressivement le droit à l'éducation dans des écoles qui se veulent démocratiques. La réalité résiste. Malgré les tentatives héroïques des grandes figures de la pédagogie, malgré les tentatives institutionnelles obstinées en politique pour construire des écoles démocratiques, l'échec résiste toujours. L'échec résiste toujours, il est là sous nos yeux et les pédagogues que vous êtes, que nous sommes, en souffrent. Nous en souffrons parce que c'est toujours un échec pour nous de voir un enfant se résigner à ne pas comprendre ou basculer dans le refus d'apprendre. Alors comment avons-nous tenté de faire face à cet échec? Je ne vais pas ici vous faire un exposé détaillé et historique, mais vous donner les grandes pistes de ce qui a été exploré. Ce qui a été exploré d'abord, c'est ce qu'on pourrait appeler toutes les formes de pédagogie de la compensation. Il s'agissait de compenser le handicap socioculturel, comme on le disait dès les années 60, compenser le retard scolaire, compenser les difficultés par un peu plus d'écoles, par ce qu'on a appelé ici du soutien, ce qu'on a appelé ailleurs de l'aide individualisée, ce qu'on a appelé encore un peu plus d'éducation, des études dirigées par exemple, toute forme de pédagogie de compensation qui ont vite trouvé leurs limites. Dès les années 80, tous les chercheurs observent qu'on ne peut pas faire reculer l'échec en faisant plus de ce qui a échoué. L'école, sous sa forme traditionnelle, ne réussit pas, c'est vrai, avec tous les enfants. Alors la tentation, c'est de faire plus d'écoles, mais on ne soigne pas l'anorexie par le gavage et on ne résout pas les problèmes du refus d'apprendre en refaisant un peu plus ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. D'où l'idée qui apparaît dès les années 70-80, non plus de
pédagogie de compensation, mais de pédagogie alternative. Pédagogie alternative, c'est-à-dire des classes spécialisées, où on pratique une pédagogie particulière pour des enfants en répondant autant que faire se peut à leurs difficultés spécifiques. Mais là encore, ces classes spécialisées ont vite basculé dans des formes plus ou moins ouvertes de ghettoisation. La France a été spécialisée et s'est spécialisée dans les années 60 à 2000 dans une forme d'oscillation infernale à cet égard. Chaque fois qu'un ministre de l'Éducation nationale arrivait en France, il disait, et il avait raison de le dire, mais regardez, on donne la même chose à tous les enfants alors qu'il y a des enfants qui ont des besoins particuliers. Et on a critiqué les pédagogies de compensation à ces enfants qui ont des besoins particuliers. Il ne faut pas leur donner plus de la même chose, il faut leur donner autre chose. Alors créons des classes particulières, créons des classes spécifiques. On va les appeler des quatrièmes technologiques, on va les appeler des classes pré-professionnelles de niveau. On va très tôt trouver des types de regroupements pour répondre aux besoins particuliers d'un certain nombre d'enfants. Très bien, on fait ça, ça dure 1 an, 2 ans. Il y a des chercheurs toujours pour expliquer que c'est pas mal, mais que quand même c'est dangereux de faire ça. Parce que dès lors qu'on crée, et assez tôt, des classes spécifiques sur des besoins particuliers, ça fait des ghettos. On y met les élèves les plus en difficulté qui baissent les bras, il n'y a plus de stimulation entre les élèves, on risque de les stigmatiser très vite et de faire en sorte qu'ils aient à tout jamais une étiquette collé sur le dos. Alors très vite arrive un ministre de l'Éducation nationale qui écoute les chercheurs et qui se dit c'est vrai, ces classes spécialisées où on regroupe les enfants qui ont tous les mêmes difficultés, ça ne peut pas bien fonctionner. Alors mettons tous les enfants ensemble et créons des classes hétérogènes, dynamiques, où des enfants de niveaux différents, qui ont des styles cognitifs, des profils pédagogiques différents, qui ont des histoires différentes, vont pratiquer des travaux de groupe et de manière très coopérative apprendre ensemble. Et on crée des classes hétérogènes en supprimant les classes spécialisées qu'on avait créées 2 ans ou 3 ans plus tôt. On pratiquait les classes hétérogènes pendant 3 ans jusqu'à l'arrivée du ministre suivant qui disait « Mais qu'est-ce que c'est ces classes-là où on donne la même chose à manger à tout le monde alors que les élèves ont des besoins différents ?» Donc si on regardait les besoins spécifiques des élèves et qu'on regroupe les élèves qui ont des besoins particuliers dans des classes particulières, ce serait sans doute plus cohérent. Et allez, c'était reparti pour un tour. On allait faire des classes de pédagogie alternative avant l'arrivée du ministre suivant, qui disait, écoutez, les classes comme ça, c'est bien beau, mais on y met les mauvais élèves, ça crée des phénomènes d'aspiration par le bas, on met tout le dernier wagon, mais quand on a enlevé le dernier wagon, il y a toujours un dernier wagon, donc ça pose vraiment un problème, donc on ne peut pas garder ça comme ça, refaisons des classes hétérogènes, et ainsi de suite. Nous avons vécu et nous vivons encore très largement dans cette oscillation du système scolaire, oscillation qui paralyse toute véritable innovation et focalise complètement les débats. Alors, après les pédagogies de compensation, après les pédagogies alternatives, la troisième strate qui a émergé depuis les années 2000 tourne autour de l'idée d'individualisation. Au fond, ce qu'on s'est dit, c'est que si les pédagogies de compensation ne marchaient pas vraiment, si les pédagogies alternatives, on n'arrivait pas à les gérer d'une manière qui ne soit pas ghettoisante et discriminante, il fallait aller vers une individualisation, c'est-à-dire prendre en compte chacun et proposer à chacun ce dont il avait réellement besoin pour travailler et pour progresser. Et là encore, on réussit pas bien parce que cette individualisation qui devient un mot valise qu'on utilise tout le temps, eh bien, dérive dans la plupart des pays où elle est mise en œuvre vers une sorte de contrôle technocratique des différences, c'est-à-dire vers un système de tests permanents, d'orientation souvent prématurée et de dissolution de toute forme de collectif structurant. Alors, que se passe-t-il avec cette fameuse individualisation? Eh bien, on évacue le sujet au nom d'un paradigme qui est
de type plutôt pharmaceutico-médical, diagnostic-remédiation. On diagnostique chez l'individu ce qui ne va pas et on remédie de manière individuelle, en ayant comme seul véritable horizon une sorte de monitorat systématique qu'on est bien évidemment incapable de mettre en œuvre sur le plan technique, tellement cela nous coûterait cher. Alors, cette troisième étape de la lutte contre les échecs scolaires évacue le sujet, évacue l'élève d'une certaine manière en tant que personne, quand notre rôle d'éducateur, c'est au contraire de promouvoir ce sujet, de le mettre debout, et vous savez qu'en latin, mettre debout se dit instituer, instituteur, instituer, mettre debout, c'est-à-dire faire en sorte que la personne se lève, que la personne apprenne, que la personne grandisse. Et c'est la raison pour laquelle la thèse que je voudrais défendre avec vous aujourd'hui, c'est que si on veut lutter efficacement contre les phénomènes de l'échec scolaire, il faut refaire une plongée dans ce qui est l'essence même du travail pédagogique et ne pas s'en tenir au traitement purement institutionnel et technique de ces questions. Il faut aller jusqu'au cœur vivant, au cœur battant de la pédagogie dans ce qu'elle nous dit d'essentiel sur ce que c'est qu'éduquer, ce que c'est qu'apprendre et faire apprendre, et comment on peut aider quelqu'un à cela. Deuxième série de remarques, donc, la pédagogie entre éducabilité de tous et liberté de chacun. Pour comprendre ce que peut l'éducation, il faut approcher, et on ne peut que l'approcher, je crois, la contradiction vive qui anime l'entreprise éducative et qui peut seule nourrir l'inventivité individuelle et collective des pédagogues. Alors, quelle est-elle, cette contradiction? Elle est à la fois simple et difficile à appréhender. D'une part, il y a l'idée que nous ne devons jamais désespérer de quiconque. L'idée qui m'est chère et que je formule en reprenant le principe d'éducabilité, que nous n'avons jamais fini de proposer à chacun de nos enfants, à chacun de nos élèves, des moyens d'apprendre et de grandir, que nous n'avons jamais le droit de baisser les bras. Cette idée me semble fondamentale, essentielle, au cœur de l'éthique éducative. Mais face à cette idée, il y en a une autre, tout aussi essentielle, tout aussi fondamentale, tout aussi au cœur de l'éthique éducative. C'est que nous ne pouvons jamais apprendre ni grandir à la place de quiconque, que nous n'apprenons pas à nager à la place de quiconque, que nous n'apprenons pas les mathématiques à la place de quiconque, que nous ne décidons à la place de quiconque de commencer un enchaînement de gymnastique ou de réciter un poème devant des camarades, que nous ne pouvons pas faire une déclaration d'amour à la place de quiconque, ni nous lancer à la place de quiconque dans la lecture de Kant, d'Hegel ou d'un autre grand philosophe. Il y a au cœur de l'éducation une contradiction entre l'éducabilité de tous que nous devons sans cesse postuler et la liberté radicale de chacun sur laquelle nous ne pouvons pas agir. Et je ne peux m'empêcher, en ce 300e anniversaire de sa naissance, de citer ici une des phrases les plus célèbres de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile, qui dit d'une manière assez mystérieuse et assez mal comprise des commentateurs d'ailleurs, jeune instituteur, et comprenez instituteur pas simplement au sens professionnel du terme ici, mais jeune personne qui voulait instituer, faire tenir debout des êtres humains, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien.